Bienvenue dans notre rendez-vous consacré à la photo, et qui dit photo sur TV78 dit Claude Chouz. Bonjour Claude. Bonjour Patrice, comment allez-vous? Et vous-même? Ça va. Alors vous êtes venu avec un invité, oui, comme à chaque fois, qui s'appelle Jean-François Leclerc, et alors qui a un surnom, si je peux dire, enfin c'est le titre de son livre, qui est magnifique, sculpteur de son. Exactement. Hein? Alors, bonjour Jean-François Leclerc. Oui, bonjour. Alors pourquoi sculpteur de son? C'est le titre d'un livre, voilà, de vos photos. Expliquez-nous ce que c'est un sculpteur de son. Alors pourquoi un sculpteur de son? Effectivement, c'est une. C'est joli d'ailleurs. C'est une idée qui m'est venue lorsque, pour la première fois, j'ai eu l'occasion d'avoir la possibilité de photographier un chef d'orchestre qui s'appelle Myo Myung-chung, oui, qui est un chef d'orchestre connu internationalement, bien sûr. C'est quoi, l'orchestre de Radio France? Non, pardon. Il était chef de l'orchestre de Radio France, non? Oui, il a d'abord été à la direction de l'Opéra de Paris. Oui. Hein, et puis ensuite, en l'an 2000, il a pris la direction de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, voilà, où il est resté pendant 15 ans. Mmh. Voilà. Et en 2004, j'ai eu le privilège, la chance, comme on dit, de pouvoir le rencontrer et de pouvoir photographier une répétition, une répétition du Requiem de Mozart. D'accord. Et je l'ai vu filer de A à Z ce Requiem de Mozart, pratiquement les yeux tout le temps fermés, en train de diriger l'orchestre, les pupitres, le chœur. Je regardais ses mains, je me disais, c'est quand même extraordinaire de voir des mains d'un chef d'orchestre. Alors, un chef d'orchestre, il a un instrument qu'il ne touche jamais, qui est un orchestre, et qui est en relation avec chacun des instrumentistes, avec chacun des pupitres. Il a une baguette? Pas tout le temps. Pas toujours, hein. Pas tout le temps. Il y a des chefs avec ou sans baguette. Oui, avec. Pierre Boulez, d'ailleurs, Pierre Boulez, par exemple, dirigeait sans baguette. Oui, il y a beaucoup de chefs qui n'ont pas de baguette ou qui l'utilisent occasionnellement. Ouais, ça, c'est sûr. Oui. Et toujours est-il que l'idée de sculpteur de son m'est venue, mais d'une manière très spontanée, lorsque je l'ai vu, quand j'ai vu ses mains. Ah oui, on aurait dit qu'il sculptait la musique. Quoi. Il sculpte le son, vraiment, il sculpte le son. C'est joli. Et ça, c'était extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai la chance aussi, avec Radio France et Pierre Berger, de sortir ce livre sur Myo Myung-chung, sculpteur de son. Sculpteur de son. Voilà. Et alors, pardon, mais si vous vous intéressez, alors vous êtes photographe naturellement, mais si vous vous intéressez à la musique, vous êtes aussi musicien, non, je suppose? Oui, amateur. Amateur. J'ai toujours fait de la musique en amateur. J'ai d'abord fait des instruments anciens. J'ai pratiqué beaucoup les instruments anciens. Flûte à bec, chromorne et autres. Et puis du piano. Et maintenant, je fais toujours partie d'un chœur. Ah, chanter, non? Voilà, toujours. Voilà. Et voilà. Alors, donc c'est de votre passion pour la musique et la photo que vous avez relié en essayant d'entrer dans le cœur des orchestres, si je peux dire. Oui, absolument. Et je veux dire que ça a été une chance au départ, lorsque j'ai quitté ma vie professionnelle et que je suis rentré en France avec la famille, je me suis dit, j'ai deux passions dans la vie, la musique et la photo. Et on va essayer de faire un mariage avec les deux. Voilà. Alors moi, c'est comme ça que j'ai connu Jean-François, à travers la photographie. Il était venu une fois présenter son travail à Versailles, et je lui tenais toutes ces images en noir et blanc, et c'est là que nous avons communiqué, que j'ai pu et puis je l'ai rencontré dernièrement, il y a 2 ans de ça, mais on se côtoie par téléphone. Je l'ai rencontré à Champagne-sur-Seine, où était organisée une compétition de photographie. Noir et blanc, dit Claude. Ouais. Pourquoi noir et blanc? Oui, surtout du noir et blanc. Pourquoi? Parce que je trouve que le noir et blanc donne une vérité à la photo qui est tout à fait extraordinaire. Place à l'imagination pour imaginer les couleurs.
hein. Mais je veux dire que le noir et blanc, pour moi, c'est la photo. La C'est base de la photo. Il y a quelqu'un qui a raconté dans un livre que la couleur était un artifice qu'on rajoutait sur le noir et blanc, pour justement peut-être la mettre en valeur, comme les gestuels, donc, tout un tas de choses comme ça. Il y a plusieurs artifices. On peut dire ça comme ça, mais on pourrait dire aussi qu'on vit en couleur quand même. Oui, c'est vrai. Ça, vous avez raison, Patrice. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous impressionne quand vous avez vu justement ces répétitions? Parce que nous, quand on voit des concerts, on voit le concert, mais qu'est-ce qui se passe dans une répétition qu'on ne voit pas et qui vous a fasciné, vous? Je dis qu'une répétition, par rapport à un concert, une répétition, c'est là où vraiment se fait la musique. C'est là où se fait la musique. C'est là où un orchestre travaille. C'est là où le chef travaille avec l'orchestre, travaille avec chacun des pupitres, fait travailler chacun des pupitres. Si vous prenez un orchestre avec 3 chefs différents, avec le même morceau, vous aurez 3 sons différents. 3 sons complètement différents. Oui. Il y a une émission très intéressante comme ça sur France Musique, le club des critiques de musique, où ils passent des versions par des interprètes ou par des chefs d'orchestre différents. Et c'est vrai que c'est pas la même chose. Absolument. Ouais. Absolument. Et je veux dire que une répétition, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on voit vraiment l'œuvre qui est en train de se créer et le chef qui est en train de sculpter le son, de faire travailler pupitre par pupitre, instrument, enfin reprendre les tempis, reprendre les chœurs. Il faut qu'il y ait un respect des instruments, parce que c'est des formidables instrumentistes tous dans ces orchestres-là. Et donc il faut qu'ils aient aussi un respect vis-à-vis du chef. Il faut qu'il s'impose. Absolument. Ça ne peut pas être forcément évident, je crois. Même moi, on m'avait raconté que souvent ils testent. Alors, ça dépend des chefs, vous me direz, mais ils testent les chefs. Il y a quelqu'un qui fait une erreur pour voir s'il la trouve ou pas, et s'il ne la trouve pas, c'est fini. Et ça s'est passé souvent. Il y a un rapport de force, quoi, souvent. Il peut y avoir des rapports de force, et notamment avec les femmes, qui sont de plus en plus... Il y a beaucoup de plus en plus de femmes qui sont de plus en plus... il y a une misogynie des chefs d'orchestre. Des instrumentistes. Il y a eu un concours international dernièrement, le mois dernier à Paris, le 3e, qui s'appelle la Maestra, avec Claire Gibault et Nathalie Sussman, chef d'orchestre, première femme chef d'orchestre invitée aux États-Unis à diriger l'orchestre d'Atlanta, première chef invitée principale de l'orchestre Philadelphie, qui a démarré sa carrière comme contralto, qui a une voix absolument magnifique, qui a pris des cours avec Seiji Ozawa, qui a pris des cours avec Jorman Padmula, un Finlandais, qui est le gourou des chefs d'orchestre, et qui est devenue la première femme chef d'orchestre, et qui racontait effectivement au cours de cette manifestation à quel point, au départ, quand elle est devenue chef d'orchestre, les pièges auxquels elle a eu à faire face, et quelquefois les moqueries de la part des musiciens, des mises à l'épreuve certaines. Et les jeunes chefs d'orchestre, souvent, sont confrontés... Oui, à ça, oui. Il y a un rapport de force qui s'établit ici. Et si le chef ne s'impose pas, c'est fini, quoi. Absolument. Et souvent, c'est l'orchestre. C'est très violent, c'est très bizarre, parce qu'on voit ça, on voit des concerts, c'est magnifique, tout a l'air totalement réglé. Et en réalité, c'est quelque chose, il y a un rapport assez violent qui s'établit avant, quoi. Et souvent, on dit que c'est l'orchestre qui choisit le chef aussi, qui donne des orientations. Il y a effectivement, il fut un temps où le chef était vraiment le dictateur. Oui, il y a eu des Karajan, des Toscanini, des Karajan, etc., qui étaient vraiment des dictateurs, des gens qui ne pouvaient pas supporter de voir des femmes au pupitre de certains instruments. Ouais. C'est quelque chose de tout à fait récent de voir des femmes. Karajan a eu un problème avec l'orchestre qui voulait embaucher une clarinettiste. Sabine, mais peu importe le nom. Mais vraiment, il a eu affaire à une fronde de l'orchestre en disant on la veut. Et lui, il n'en voulait pas. Et c'est l'orchestre qui a gagné. C'est bien.
Et c'est curieux qu'il a pris cette violoniste, dont le nom m'échappe là pour l'instant, allemande, qu'il a pris sous sa coupe et qu'il l'a montée à un niveau international. Absolument. Il y a un grand chef d'orchestre dont on parle beaucoup en ce moment, il s'appelle Sidi Bidace. Sidi Bidace était vraiment un monsieur qui ne voulait pas de femme chef d'orchestre, de femme à l'orchestre. Un jour, il y a une femme qui est restée au trombone pendant 2 ans, en essai, 2 ans. Tout le monde disait, elle est impeccable, il faut la prendre. Et il lui a dit, non, à cette place, je veux un homme. C'est terrible, hein, la misogynie voilà, chez les artistes et chez les musiciens. Et c'était un grand chef, parce que c'est Bidace, j'ai lu dans un livre, c'est Bidace qui disait, quand je monte au pupitre d'un orchestre, j'ai l'impression d'être un sculpteur devant un bloc de pierre. Joli. Joli. On revient au sculpteur de son. Absolument. On voit quelques-unes de vos photos. Il y a beaucoup les mains, c'est vrai que c'est important, les mains. Ah, bah les mains, oui. Ouais. Les mains, c'est... Les mains, là, il y a la baguette, évidemment. Et moi, ce que j'ai trouvé aussi dans le livre de Jean-François, c'est ce côté sculpteur qu'il notifie avec la première image. Quand le gars est en train de sculpter la tête Oui, alors là aussi, c'est quelque chose pour moi qui est très, 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 très important. Ce sont les mains de mon frère jumeau, qui était luthier. Et en l'occurrence, il était... voilà, vous avez des parentés dans la musique, alors. Oui, il était aussi très, très bon photographe et très bon luthier. Il était installé à Lille. Et je me souviendrai toujours, le premier instrument qu'il a fait, c'était une vielle à roue. Et on le voit sculpter la tête d'une vielle à roue. C'est celle qui est dans ton livre, alors. Absolument. Voilà, c'est ça. Absolument. Et les mains, effectivement, c'est très important. Ça a été le début, en fait, de ma recherche avant de rencontrer les chefs d'orchestre. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la relation entre la main et l'instrument. Absolument. Alors, il y a aussi des portraits. Là, je tombais sur un portrait de Bounia... Rakia Bouniatishvili, la pianiste. Oui, c'est vrai, vous faites aussi des portraits, puisqu'on parlait de femmes, je tombe sur sa photo, des portraits d'instrumentistes, de musiciens, quoi. Si on devait... Je vous pose une question à laquelle vous ne pourrez pas répondre, mais est-ce que vous avez un chef d'orchestre préféré? Bon... Gustavo Dudamel. C'est une question extrêmement difficile. Mais disons que parmi les grands chefs que j'ai pu rencontrer, d'abord, il y a Myung Myung Chung. Oui, c'est ça. De toute évidence. Parce que Myung Myung Chung, c'est toute une relation qui s'établit en 13 ans. Je suis resté 13 ans. Comment vous avez réussi à le convaincre de dire, voilà, je voudrais aller à une répétition et je voudrais photographier? Oui, là aussi, c'est un petit peu un chemin, un parcours du combattant. J'ai eu l'occasion, la chance, entre guillemets, on peut dire la chance, d'abord de le voir à la télévision dans une émission de Bernard Pivot, qui s'appelait Double Jeu à l'époque, en 2003. Et Bernard Pivot interrogeait des personnalités artistiques, musicales, des peintres, des écrivains, etc., qui avaient une double culture, à la fois française et leur culture autochtone. Voilà. Et j'ai vu Chung en train de diriger. Et là, j'ai eu une espèce de déclic parce que je travaillais beaucoup sur la relation entre la main et l'instrument et j'ai vraiment eu la conscience que l'orchestre, c'était un instrument, mais un instrument très particulier parce qu'il ne le touchait pas, mais il était en relation avec chacun des musiciens. Et qu'en fait, son travail ne procédait pas de la main, mais c'est tout le corps qui intervient. C'est le corps, c'est le souffle, c'est la gestuelle, c'est les yeux, c'est quelque chose d'extraordinaire, un chef d'orchestre. Et les musiciens aussi, parce que je veux dire que un musicien, c'est son engagement, c'est l'engagement de toute sa vie. Des gens qui étaient des musiciens, mais qui n'étaient pas... qui ont dirigé des orchestres, qui ont eu la chance de diriger des orchestres, c'était pas leur métier, et pour qui c'est une expérience absolument fantastique, quoi.
Ouais. Fantastique. C'est vrai que vous avez raison, on a l'impression d'avoir un instrument, peut-être un moteur qu'on démarre, je ne sais pas, enfin, il y a de piloter quelque chose et tout d'un coup il y a un miracle qui se fait, quoi. Ouais, il y a, pour moi, vous avez utilisé le mot juste, il y a un miracle. Il y a un miracle, il y a un miracle. Ouais, qui naît comme ça. Exactement, parce que la musique c'est quelque chose qui est tout à fait immatériel, c'est complètement immatériel. Et d'autres choses sur le travail de Jean-François ou on passe au... J'ai quelques questions parce que je suis souvent étonné de voir ce que tu étais en train de dire, Jean-François, qu'il s'engage complètement et on en voit certains. On a l'impression qu'ils sont en transe quand ils finissent un morceau. Et puis l'autre question, pourquoi ils saluent toujours le premier violon? Bah, le premier violon, c'est un peu comme c'est un peu un symbole. En saluant le premier violon, il salue tout l'orchestre. Ah, d'accord. En fait. D'accord. D'ailleurs, quand on parlait de rapport de force, et quand l'orchestre abandonne le chef, c'est le premier violon qui dirige, en gros. Oui, mais chef d'orchestre, c'est aussi une invention relativement récente. Oui, récente, oui, absolument. Il n'y avait pas de chef d'orchestre autrefois. Ouais. Autrefois, il n'y avait pas de chef d'orchestre, il y avait le premier violon qu'on appelait le concertmeister. Hein, c'est lui qui dirigeait l'orchestre. Et encore maintenant, aujourd'hui, il y a des orchestres où il n'y a pas de chef d'orchestre. Je prends un orchestre comme les Dissonances, aujourd'hui, il n'y a pas de chef d'orchestre. Et il joue des pièces extrêmement compliquées, le Sacre du Printemps de Stravinsky, avec des variations de tempi absolument incroyables, sans chef. Sans chef. Alors, il y a aussi une question, je crois qu'il y a une symphonie, je ne sais pas ce que c'est, où les instruments quittent l'orchestre les uns derrière les autres. Et le chef finit toujours avec juste un dernier instrument. Peux-tu nous en rappeler parce que j'ai trouvé que c'était assez extraordinaire de voir les gens, et la musique continue. C'est un compositeur, je ne sais pas si c'est pas Berlioz qui a fait quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas très bien. Et donc on voit les gens, les orchestres, les instruments quitter un par un la scène. Oui, mais ça c'est possible. Mais, je veux dire, c'est une mise en espace qui se passe. Alors, parle-nous peut-être un peu plus photo. Oui. Parce que tu nous as parlé beaucoup de musique, mais Patrice a aussi posé des questions sur la musique, mais le côté photo, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois... Il a dit un peu quand même, c'est d'essayer de percer le secret, justement, hein, c'est ça, non? Justement, au départ, quand j'ai fait ce premier livre sur le sculpteur de son, sur Myung Myung Chung, bon, on réfléchit beaucoup quand on regarde les photos, quand on regarde les musiciens, quand on est en contact surtout avec chacun des musiciens. Et pourquoi j'ai sorti ce livre sur les sculpteurs de son, et pourquoi j'ai choisi aussi des photos, c'est que je me suis rendu compte que le chef d'orchestre était un sculpteur de son, mais il n'y a pas que lui. Un luthier, j'en parlais tout à l'heure. Un luthier, c'est bien. C'est un facteur. C'est bien un sculpteur de son. Oui, c'est vrai. Un luthier qui fabrique des violons, des pianos, des viols de gamme, des flûtes à bec, etc. C'est bien un sculpteur de son. Voilà. Un compositeur. C'est un sculpteur de son. Quel sculpteur de son qu'est un compositeur? Se retrouver devant une page blanche. Comme tous les compositeurs, Mozart dont on parlait, Jean-Sébastien Bach, Stravinsky, Henri Dutilleux, que j'ai bien connu, qui est dans mon livre. Vous l'avez connu? Bien, j'ai bien connu. Et ils se retrouvent devant une plage blanche, ils sont bien des sculpteurs de son. Un interprète, qu'il soit pianiste, violoniste, violoncelliste, peu importe, c'est bien un sculpteur de son. Oui. Tout à fait. Et je crois qu'on ne s'en rend pas suffisamment compte. À chaque fois qu'une partition est jouée par un interprète, il y a quelque chose d'absolument unique qui se passe dans son interprète. D'ailleurs, c'est que il y a la partition, il y a la composition, et puis il y a la façon de l'interpréter, et ça varie beaucoup, évidemment. Hein. Il y a peut-être une image qui pourrait illustrer vraiment ce que tu viens de dire, c'est que tu prends le film Amadeus
quand Mozart il était à la fin de sa vie et qu'il est avec Salieri, et qui est en train de... L'autre, il écrit, il lui dit non, non, c'est pas ça. Il revient, il dit c'est ça, là, tu as un match. Enfin, il lui explique tout ce que lui, il a dans sa tête. Et ce moment est extraordinaire. On voit Mozart qui est en train de mourir et qui continue malgré tout à dire c'est ça qu'il faut mettre pour le fameux Requiem. Donc, voilà. Mais je crois qu'on sait maintenant que c'est pas Salieri qui l'a tué. Hein. Non, 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 bien sûr. Vous avez raison. La thèse de la pièce, c'est vrai. On va passer peut-être aux autres expositions. Alors oui, mais si Jean-François a terminé, moi qui on pourra revenir dessus. Il y a une photo que j'aimerais bien vous montrer qui était la page 40 de ce livre. Ouais. Ah oui, cette photo, j'ai trouvé remarquable. Ah oui. Ah, c'est incroyable, oui. Ouais. La main, alors, voilà, oui, on le voit très bien, parfait. C'est là où on voit Chung, c'est une photo que j'ai prise à Tokyo. Il dirigeait le Sacre du Printemps, et il était en transe, il était complètement habité par la musique. Mais être habité par la musique. J'ai vu sa photo qui est dans le sculpteur de son. Je la trouve superbe. Magnifique. Magnifique. Voilà. Claude, alors, l'actualité de la photo alors. L'actualité de la photo, il y a plusieurs expositions dans Paris. Il y en a une, je pense, qui est vraiment super intéressante, très très belle. C'est la présentation du photographe Paolo Roversi. C'est au musée Galliera. Il faut aller voir ces images. C'est sur la mode, mais il n'y a pas que la mode, il y a du portrait, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On voit là que ce monsieur, il a été innovateur. Moi qui connais aussi pas mal d'associations qui font de la photo, on reste dans la photo traditionnelle, mais là, il nous montre quelque chose. C'est des photos de quoi? De modèles, de mode. C'est un photographe de mode, qui a travaillé pour Dior, enfin tous les grands de la couture. Beau, et il a osé des choses. C'est quelles années ça? Et c'est dans les années... il est né en 47, il a notre âge peut-être, Patrice, si je puis me permettre, à quelque chose près. Il a travaillé au Polaroid. Il travaille à la chambre surtout. D'accord. Et maintenant, il s'est mis au numérique. Moi, c'est une exposition qui dure jusqu'au 14 juillet. C'est dans le musée Galliera, donc dans le 16e magnifique. C'est absolument magnifique. Il y a une deuxième exposition aussi dont je voulais vous dire quelques mots. C'est l'exposition qui s'appelle Référence de Geoffrey Conley, qui est à la Camera Obscura, donc boulevard Raspail à Paris, en face de la Fondation Cartier. C'est à voir, c'est une photo d'une très grande douceur, une présentation extraordinaire. Parce que beaucoup de photographes amateurs considèrent que la présentation c'est secondaire. Non. Mais comme dit Jean-François Béchet, c'est un ensemble. Une photo, c'est une œuvre qu'on présente. La mise en valeur de l'image est quelque chose de très important. Qui est Geoffrey Conley? C'est un photographe américain qui expose, je crois, jusqu'à la fin de ce mois. D'accord, mais c'est un vivant, enfin... C'est un vivant, c'est un photographe américain qui est vivant. Donc voilà, c'est ça que... mais on est content pour lui. D'accord. Non, mais c'est à voir, ça aussi, moi je vais aller la revoir parce que je trouve ça vraiment... c'est d'une grande douceur, beaucoup d'images très claires, mais quand on est devant la photo, on est transporté dans cette image. Il est relativement jeune, d'ailleurs. Oui, c'est un jeune photographe. Une bonne cinquantaine d'années, pas plus. Mais Camera Obscura présente toujours, a des présentations toujours qui sont superbes, et surtout des très bons sujets. Donc, Boulevard Raspail à Paris. Boulevard Raspail à Paris. Et alors, il y a un événement qui se prépare. Alors voilà, il y a un événement qui se prépare, c'est les minographies qui vont avoir lieu... C'est les Ménules. Ménules. Là où vous m'aviez envoyé, Patrice. C'est moi qui vous ai envoyé. C'est vous qui m'aviez branché sur le sujet. Eh bien, j'ai bien fait. Et vous avez bien fait parce que je travaille maintenant avec Claire Paté et Maude Giraud, si vous voulez, et donc la prochaine fois... Qui sont les responsables de cette exposition, c'est ça, c'est ça. C'est deux jeunes filles, et moi je les ai aidées donc à d'avoir je les ai mis en relation avec un grand laboratoire parisien qui s'appelle Picto. Qui va les aider, oui. Alors c'est une photo je dirais, c'est un peu une jeune photographie, mais qui
et qui sort des sentiers battus, qui nous montre des choses intéressantes. Par exemple, ce week-end, je suis allé à Beaubourg. C'est de la photo conceptuelle. On ressort de là quand même souvent un peu dépité. Alors que là, bien que c'est des jeunes photographes, c'est des jeunes photographes internationaux, parce que c'est une et elle va exposer donc sur Bâche et Picto. C'est là que Picto va intervenir pour travailler sur la mise en valeur de ces images. Et c'est exposé à l'extérieur, c'est ça ? À l'extérieur, dans un parc où on peut aller se promener. Et c'est très... Alors, les Ménules, le village, en fait, c'est je vais dire un gros village, mais c'est intéressant. Il y a un château, etc. Et on se promène dans un parc, et il y a une partie qui sera aussi présentée à l'intérieur du château. Donc, la prochaine fois, j'inviterai aussi Claire Pathé pour qu'elle vienne nous en parler. Ouais, absolument. Parce que et puis, vous avez fait une sorte de making-of, donc... Voilà, c'est ça. On va faire voir comment tout ça se prépare. Comment se prépare, quand ils vont accrocher. Parce que tout ça, c'est grâce au bénévolat. Et oui. Elle arrive à avoir... Claire m'a dit que cette année, ça n'avait pas été facile parce qu'avec les réductions budgétaires des collectivités locales, elle a ramé. C'est compliqué pour la culture, oui. Donc voilà, c'est vrai que la culture est là. Et puis, moi, je peux vous dire que mon exposition, on en avait parlé la dernière fois, sur les bouquinistes, ça a été un gros succès. Un gros succès, oui. Donc, j'ai eu beaucoup de retours très positifs et des gens qui ont été surpris de voir que les bouquinistes, ça existait. Ça existait. Et oui. Et voilà, je ne savais pas. qu'il y avait encore ça. Donc, voilà. Et comme disait un peu grâce à vous, ils vont subsister malgré les Jeux Olympiques. J'ai assisté à une conférence quelques temps après, j'ai été invité où on a pu parler des bouquinistes aussi. Et c'était ils vont rester malgré les Jeux Olympiques. Ils vont rester en place. Voilà. Le président a décidé, puisqu'ils font partie maintenant du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et tout le monde se félicite alors que tout le monde voulait les faire disparaître. Il faut savoir tout le monde est très c'est formidable. Ils existent depuis 400 ans. Ouais. Donc, pas les mêmes. Hein. Pas les mêmes, non. C'est vrai que vous avez raison, Patrice, de dire ça. Mais moi, j'ai pris contact avec ces gens-là et je trouve que j'espère que votre exposition pourra la voir aussi par ici. Pendant les JO, on verra. On verra. Écoutez, je compte sur vous, si vous pouvez m'aider, ça serait volontiers. Si vous voulez une belle exposition de photos, et j'ai aussi appelez-nous. une belle exposition sur Voyage dans l'Outre-Noir. Ah oui. Donc l'Outre-Noir, c'est Soulages. C'est Soulages. Donc voilà, vous vous intéressez à la peinture, Jean-François Leclerc à la musique. Si vous deviez choisir entre la musique et la photo, ça serait une torsion, ça serait difficile, je crois. La musique est à la photo ce que le noir est au blanc dans la photo. Donc voilà, je ne vais pas vous demander quelque chose c'est de impossible. Ouais. C'est pas possible. C'est pas possible. De toute façon, en chemin... Alors, je vais vous demander votre chef d'orchestre, mais votre musicien préféré. Alors, dans les chefs d'orchestre, Jung, Philippe Jordan, Gustavo Dudamel. Moi, je trouve qu'il est extraordinaire, ce personnage. Il est tout jeune, en plus. Et il est tout jeune. Et puis, il y a des jeunes actuellement, des Klaus Makela, qui sont vraiment des météores. C'est extra. Les jeunes. Et les musiciens? Parmi les musiciens, il y a les compositeurs, les pianistes, les violonistes. Non, les compositeurs, pardon. Des Martha Argerich. Non, les compositeurs. Vous avez bien... Ceux que j'ai connus de près, il y a Henri Dutilleux. C'est formidable, Dutilleux. Oui, j'étais avec lui la veille de sa mort. Je me souviens, c'était un monsieur tout à fait extraordinaire. Alors moi, il y a quelqu'un que tout à l'heure tu as parlé de Nathalie. Nathalie Stutzmann. Et qui est, vous pouvez trouver sur YouTube le Stabat Mater de Pergolèse, qui a été enregistré dans la chapelle de Fontainebleau. Et avec, il y a entre autres Philippe Jarouski et une dame, Emma, je sais, Barak ou un nom comme ça. Et moi, si vous avez un instant, je ne dirais pas à perdre, mais envie d'écouter quelque chose à gagner. Un instant à gagner. Non, mais c'est, comme dit Philippe Jarouski, on a l'impression que ça vient
on ne sait où cette musique. Le Stabat Mater, c'est la descente du Christ de la croix qui a été fait par. C'est ça, mais c'est le miracle dont on parlait. Merci beaucoup, Jean-François Leclerc. Si on veut retrouver vos photos, il y a un site. Il y a mon site, oui. Voilà. JF Leclerc. Voilà. Le site, il y a le sculpteur de son, il y a des livres aussi. Moi, je conseille d'acheter le livre parce que j'ai trouvé qu'il est. La musique aussi m'anime, donc j'aime bien écouter radio classique parce qu'au moins on n'entend pas trop de conneries à côté. Et donc je trouve que c'est surtout la photo de Mouranchou là quand elle. Merci beaucoup, merci beaucoup à tous les deux, puis à très bientôt. Alors la prochaine fois on parlera des Ménules. Merci beaucoup. Aussi merci à vous. Au revoir. Merci.